Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette émission J de Justice, Information, Droit. Mesdames et messieurs, accusations et contre-accusations, tout est de mise encore à la cour d'assises de Conakry. À la barre, M. Almami Agibou Diallo, se disant agent des renseignements généraux au niveau de la présidence de la République. Madame Fatou Badiar, commerçante, et Baba Ali Moubari, se disant militant d'un parti politique. Mesdames et messieurs, l'accusation les poursuit pour complicité dans cette affaire. Il est question de la provenance des véhicules qui ont servi à l'attaque au domicile de Monsieur le Président de la République. Les accusés rejettent systématiquement les charges. Le ministère public persiste et signe son accusation. Les parties s'affrontent sans merci. C'est le constat qu'on peut faire au troisième jour de l'audition de ces trois accusés à la cour d'assises de Conakry, que je vous invite à suivre. Mesdames et messieurs, vous êtes dans JID. JID vous est proposé par Abdoulaye Djibril Diallo. Vous êtes les bienvenus. Voilà. Maître Béa, allez à votre place, on va vous amener, on va vous apporter le micro. Maître Raja, asseyez-vous. Voilà. Vous êtes déjà assis. Vous voulez parler? Vous voulez parler? Bon, après, vous aurez la parole en dernier. Oui, Maître Mori Doumbouya. Oui. Monsieur le Président, honorable conseiller de la Cour, à suivre nos excellents confrères de la Défense, on a l'impression, Monsieur le Président, que le procureur général est allé au-delà de ses attributions. Mais vous venez de le suivre dans ses mises au point sur ce que la Défense appelle traitement de faveur. Mais, Monsieur le Président, nous n'avons pas besoin de traitement de faveur dans ce dossier. S'il faut interpréter la présence du procureur général à la maison centrale comme l'expression d'un traitement de faveur, nous estimons qu'une telle conception relève de la mauvaise foi. Et on ne saurait, Monsieur le Président, ça a été dit avec brio, et je voudrais une fois de plus le rappeler, contester les attributions du parquet général, vous-même en matière d'encadrement et de gestion des prisonniers et des établissements de détention en général. Mais je comprends, parce que il faut faire état même des arguments quelquefois farfelus pour impressionner la foule. Nous ne sommes pas des impressionnistes, nous. Je voudrais donner lecture des dispositions de l'article 769 du Code de procédure pénale, parlant de traitant des ordres susceptibles d'être donnés par vous, par le juge d'instruction, par le procureur général, dans les établissements de détention. À plus forte raison, la présence du procureur général en ces lieux. L'article 769 du Code de procédure pénale dispose: le juge d'instruction, le président de la chambre d'accusation et le président de la cour d'assises, ainsi que le procureur de la République et le procureur général, peuvent donner tous les ordres nécessaires, soit pour l'instruction, soit pour le jugement, qui devront être exécutés dans les maisons d'arrêt. Et l'article que je vise se rapporte à la détention et à l'exécution de la détention provisoire dans les maisons d'arrêt. Monsieur le Président, je crois que ce qui nous attend est beaucoup plus important que les querelles inutiles sur certains détails de la procédure qui ne nous font pas avancer. Et puisqu'il est établi que nul ne peut légalement et valablement contester une telle présence dans les établissements de détention, qu'il vous plaise, Monsieur le Président, écarter ce qui vient d'être exposé par la défense, parce que tout simplement, il s'agit des inventions, des déclarations
simplement de nature à discréditer le procureur général, le parquet général. Mais, Monsieur le Président, nous resterons sereins quant à nous du début jusqu'à la fin de cette procédure. Les accusés sont criblés de charges accablantes, que les débats soient focalisés et orientés sur ces questions. Je vous remercie sous réserve des observations éventuelles de mon doyen, Maître Maurice Lamé Kamano. La parole de ce côté-là, attendez qu'il finisse. Hein? Maître Maurice Lamé. Oui. Il faudrait que, Monsieur le Président, nous nous mettions d'accord sur un point de procédure qui me paraît extrêmement important. Il n'est pas dit qu'à chaque fois, les avocats de la défense ont la parole des derniers. Ah non! Il peut arriver qu'au cours d'une audience comme celle-ci, qu'ils présentent une demande. Et quand ils présentent une demande, nous, partie civile, si nous avons une réplique à faire, nous la faisons. Et dans ce cas, ils peuvent éventuellement répliquer. Toujours est-il qu'ils sont demandeurs à une mesure quelconque qui leur paraîtrait utile, n'est-ce pas, de soumettre à votre cour. C'est le cas de l'espèce. C'est le cas de l'espèce. Bon, moi, j'avoue, c'est seulement aujourd'hui que je suis avec vous, Monsieur le Président, mais je suis très gêné de constater quelques écueils qui sont d'un certain âge. Mais dans toutes les écoles, les centres de formation, l'avocat qui a son CAPA sait que nous devons nous exprimer avec modération. Et que le respect dû au cours des tribunaux doit être en toutes circonstances, établi. Par rapport à Monsieur le procureur général, j'avoue, et je le dis en toute sincérité, jamais je n'ai vu dans un dossier un magistrat du parquet qui ait autant œuvré pour le respect des droits de la défense. C'est pour la première fois, et je suis témoin, parfois même témoin involontaire des actes qu'il a posés. Si ces mesures ou dispositions n'avaient pas été prises par rapport à des personnes contre lesquelles ne pèsent que des suspicions et qui ne sont pas encore reconnus coupables par votre juridiction, je ne vois pas quel traitement de faveur peuvent-ils réclamer lorsque Monsieur le procureur général veille à ce que chacun se mette à l'aise dans les conditions qui sont les leurs. Je ne vois pas quel traitement de faveur. Bon, à supposer un seul instant qu'il ne l'ait pas fait, on aurait de l'autre côté dit, oh ben voilà, nos clients sont en train de souffrir, nos clients sont malades, nos clients sont... Bon, on va le dire urbi et torbi, comme pour dépeindre le tout en noir. Reconnaissons ses mérites. On a eu à lui faire des allégations, comme peut-être pour le déstabiliser. Mais rassurez-vous, il est dur à cuire, hein? Ça je vous le dis. Maintenant, je ne vois pas Monsieur Jean Guilavogui, je ne vois pas comment lui-même ou ses avocats pourraient prétendre que les instructions données en sa faveur, je le précise, en sa faveur,
peuvent-elles nuire à la défense ou à ses intérêts? On oublie que M. Jean Guilavogui a été entendu suffisamment à l'enquête préliminaire, devant le juge d'instruction, devant la chambre d'accusation et ici même à cette barre. Sans avoir la prétention, je finis bientôt, soyez sans crainte, Monsieur le Président, de donner la moindre leçon à ces distingués confrères. Vraiment, je n'en ai pas la prétention. Et j'aurais souhaité que ce débat soit conduit à son terme dans la plus grande sérénité. Quelqu'un l'a dit, bon, ce procès, je ne dis pas que c'est un procès extraordinaire. Il faut réduire les choses, les ramener à leur véritable dimension. Certes, important, mais un procès comme les autres procès. Alors, moi-même, vous avez entendu dire ici, oui, Maître Kamano m'a enseigné, oui, à l'époque il était avocat populaire. Bon, sans que ceci n'ait une connotation péjorative, hein, simplement pour ceux qui ne le savent pas, la Première République, les avocats, fussent-ils diplômés de nos écoles de droit, étaient des avocats populaires, comme les juges étaient des juges populaires. Enfin, c'était lié à la nature du régime. Donc, c'est vrai qu'on a exercé cette profession, ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai au moins 33 ans de barreau. Je vous remercie, Monsieur le Président. Et pour Maître Maki, je vais humblement demander à Monsieur le Procureur général d'accepter les excuses des confrères de l'autre côté. Oui, merci Monsieur le Procureur. Merci Monsieur le Procureur. Et simplement... La Cour avait déjà décidé. Pardon? La Cour avait déjà décidé dans... Oui, mais lui n'était pas d'accord. Ouais, nous l'avons dit, il rentrera, oui, mais à la reprise. Ah. Oui, oui. Voilà. Alors, chers confrères de l'autre côté, nous avons de grandes responsabilités. Et pour vos clients, nous sommes conscients de l'enjeu, mais aussi pour les personnes qui ont souffert des infractions aussi graves que celles qui sont jugées, pensez-y. Donc, c'est ce que j'avais à dire. Et alors, à l'essentiel, et je vous remercie, je crois que nous y gagnerons tous. Merci, Monsieur le Président. Si c'est pour revenir sur cette question, je voudrais qu'on n'en aille pas à ce niveau. Non. Si c'est pour cette question, écoutez, c'est pour revenir sur cette question de Maître Maki. Encore sur Maître Maki, le cas de Maître Maki. C'est pas ça. Bon, ça va soulever encore des polémiques. Non, ça ne soulèvera aucun problème, Monsieur le Président. Monsieur le Président, merci d'avoir accepté la parole. On ne vous a pas donné la parole, maître. Je la demande respectueusement. On ne vous a pas donné la parole. Nous voudrions continuer les débats. Si c'est pour encore revenir sur ce qui a été déjà discuté, je pense qu'on s'est compris. On arrête l'incident-là à ce niveau. Et on continue les débats. Deux mots seulement, Monsieur le Président. Aucun avocat ici n'a demandé l'expulsion du procureur général. Nous maîtrisons nos cours. Il ne peut même pas être expulsé. Deuxièmement, Monsieur le Président, voilà, comprenez que la défense a été atteinte dans sa dignité lorsque les propos outrageants ont été formulés par le procureur. Nous passons outre. Monsieur le Président, ce qui a choqué davantage la défense, c'est le fait que c'est vous qui avez ce dossier. C'est vous qui avez le destin de nos clients. Tout ce qui n'a pas été discuté ici. Pourquoi sortons-nous de la salle et que d'autres dispositions soient prises ailleurs? Dès que nous sommes sortis de la salle, je crois le vendredi, aussitôt arrivé à la maison centrale, mon client a changé de cellule. Ça éblouit nos clients, ça les a apeurés, s'il faut dire ainsi. À la suite de cela, hier, le procureur général sera encore à la maison centrale. Ça a également effrayé l'ensemble de nos clients. Ce que nous avons soulevé ici,
Et vous venez d'expulser un des avocats, Monsieur le Président, ce qui est tout à fait légal. Vous voyez que nous sommes en position de faiblesse parce que vous pouvez nous expulser de la salle, contrairement à lui. C'est pourquoi il se permet de tout. Nous continuerons à vous demander pardon pour que nous puissions accomplir notre mission dans les règles de l'art. Qu'ils vous disent que maintenant qu'il ne soit pas là toute la journée, c'est encore la preuve qu'il veut un procès déséquilibré dans cette affaire. Il n'a pas de preuve. Il ne peut jouer qu'à ces incidents pour que nos clients continuent à rester en prison. Sinon, l'amour qu'il n'a pas cherché avec M. Jean Guilavogui, c'est spontanément le vendredi qu'il peut chercher. Les bonnes grâces qu'il n'a pas avouées à l'endroit de M. Jean Guilavogui, c'est seulement le vendredi qu'il arrête, Monsieur le procureur, et Monsieur le Président, qu'il nous facilite le travail. C'est lui qui complique tout. Si vous remarquez, tous les incidents viennent de lui. Il faut remarquer, nous, dans notre cas, nous avons mis de l'ordre. Je vous remercie. Voilà, d'accord. Monsieur le Président, rapidement, une précision, rapidement. Ce qu'il a dit, c'est suffisant. Rapidement, Monsieur le Président. C'est suffisant. Non, nous comprenons. Je ne reviens pas sur ça. Je ne reviens pas. Et encore sur le cas de Maître Maki ou bien la visite du procureur. Non, rapidement, Monsieur le Président. Monsieur le Président, on nous parle du respect dû aux cours et tribunaux. Je suis d'accord que chacun de nous ici doit du respect à votre cour. Mais ne confondons pas la cour avec le parquet général. Le procureur ne fait pas partie de la cour. Il est près la cour, Monsieur le Président. Il est près la cour, mais il n'est pas de la cour. Donc, le procureur le sait suffisamment. Il voilà. le sait. Ensuite, Monsieur le Président, nous avons une inquiétude. Lors de la première audition de notre client, quand le procureur était satisfait des réponses données par notre client, il lui a promis reconnaissance. Il dit, vous serez reconnaissant. Alors, est-ce que ce n'est pas cette reconnaissance qui s'est déroulée hier? Vous voulez revenir sur ce qui est déjà discuté. C'est notre inquiétude, Monsieur le Président. Ce qui n'est pas bon. C'est tout. Ce qui n'est pas bon. Voilà. Chaque fois qu'on a éteint le feu quelque part, il ne faut pas venir allumer ça. C'est pas bon. Non, ça exprime seulement une inquiétude. Voilà. J'espère que c'est pas bon. C'est pas bon. Je vous remercie. C'est pas un bon comportement. Chaque fois qu'on a éteint le feu, il ne faut pas rallumer ça. Je vous remercie, mais c'est pas bon. Bon. On a fini avec Jean Guilavogui, avec les questions. Jean, allez vous asseoir. Merci. Je n'ai pas entendu, maître. Vous voulez poser des questions à Jean? Vous voyez, il y a une liste qui est là. Et son nom ne figure pas. Voilà. Bon, on vous donne la parole. C'est pour poser des questions à l'accusé. Quand vous me donnez la parole, voilà, on vous écoute. laissez-moi la liberté de dire ce que j'ai envie de dire. Oui, d'accord. On vous écoute, maître Bassirou Barry. Monsieur le Président, si vous me rendez justice, parmi tous les avocats qui fréquentent régulièrement cette cour, je suis certainement celui qui parle le moins. Monsieur le Président, je commencerai par une observation. Lorsque le ministère public ou les partis civils font des observations, ils peuvent parler aussi longtemps qu'ils veulent, vous ne les interrompez pas. Mais lorsqu'il s'agit de la défense, dès qu'on commence à parler, vous dites tout de suite des questions, des questions, des questions. Alors, s'il faut un traitement équitable des deux parties, réservez-nous le même traitement que vous réservez au ministère public. Maître Doumbia a donné lecture d'une disposition du code. J'ai envie de lui demander s'il reconnaît à monsieur l'avocat général
le droit de donner des instructions aux accusés. Je dis bien aux accusés. Monsieur le Président, le ministère public se lance beaucoup de fleurs. Nous n'avons pas l'intention de méconnaître les efforts qu'il a déployés dans cette procédure. Mais, monsieur l'avocat général ne doit pas oublier qu'au cours de cette procédure, il y a des gens qui sont morts en détention. Il ne doit pas oublier qu'il y a eu des gens qui ont été torturés, dont au moins deux se trouvent dans cette salle, au moment où je parle. Donc, Monsieur le Président, il faut essayer de faire la part des choses. Au cours de ce débat, Monsieur l'avocat général a fait des déclarations gravissimes. Je pèse mes termes. Nous nous sommes fait violence pour ne pas lui répondre sur le champ parce que ça aurait entraîné des incidents. Le moment venu, sur ces déclarations gravissimes, j'insiste là-dessus, nous lui apporterons les réponses appropriées. Je vous remercie. Voilà, merci Maître Bassirou Barry. Les observations sont entendues et je pense que le parquet général, le procureur général aussi a compris. Et nous pouvons maintenant continuer, évoluer dans les débats. Ça va. Vous voulez encore des questions? C'est une demande et je voudrais vraiment la poser, Monsieur le Président. Oui. Monsieur le Président, s'il vous plaît, il est dit par l'article, les articles 299 et suivants du Code de procédure pénale que les débats des assises ne peuvent être interrompus que pour le repos de la Cour. Les débats des assises ne peuvent ou ne doivent être interrompus que pour le repos de la Cour. Monsieur le Président, nous avons interrompu plusieurs fois ces débats. Plusieurs fois. Nous sommes allés, je le dis, avant qu'on épilogue dessus, je suis musulman, mais on a interrompu les travaux de cette cour pour aller à la prière. C'est pourquoi, puisqu'une brèche est ouverte, et aujourd'hui, permettez-moi de la saisir et de demander la liberté provisoire de ceux qui ont déjà été entendus ici, d'autant que le ministère public a promis des preuves, des témoins qui ne les ont jamais chargés. Donc, Monsieur le Président, respectueusement, sur les deux cas, les deux personnes qui sont déjà passées et entendues par votre cour, je vous demande respectueusement de leur accorder la liberté provisoire, de nous les confier. Nous viendrons chaque matin ici, parce que nous avons soif des preuves contre eux. Il y a des témoins qui ont été promis par le parquet qui tardent à venir. On n'est là que sur les déclarations. On a dit qu'on a fini avec M. Aobé. On n'a envoyé aucun témoin contre M. Aobé. On a terminé avec Jean-Guy Lavogui. Tout de suite, on n'a envoyé aucun témoin contre Jean-Guy Lavogui. Donc, Monsieur le Président, puisqu'une brèche est ouverte par la Cour elle-même, permettez-moi de la saisir, permettez à la défense de la saisir et de demander cela. Je prie donc la Cour d'accéder à cette demande. Et ce sera juste, Monsieur le Président. Je vous remercie. Voilà, merci. S'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît.
S'il vous plaît, on va évoluer. Il est dit à l'article, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Les débats, c'est l'article 300. Les débats ne peuvent être interrompus. Ils doivent continuer jusqu'à ce que la cause soit terminée par l'arrêt de la cour d'assises. Ils peuvent être suspendus pendant le temps nécessaire au repos des juges et de l'accusé. C'est ce que vous voulez interpréter. Les suspensions pour aller prier, vous pensez que c'est une interruption? Et même aller à la maison parce que les débats ne sont pas terminés, c'est pas pour le repos des... Ah, d'accord. Voilà. Oui. Maître Lamé. Je disais que vous avez... Maître, ce que moi je voulais vous faire observer avant de commencer, hein, s'il vous plaît. Oui. Il y a certaines questions qui nous ramènent toujours en fac pour donner l'interprétation des dispositions légales. Je ne voudrais pas qu'on perde assez de temps sur ces questions. C'est pourquoi moi je ne voudrais pas donner la parole au procureur général pour qu'il réponde, même à vous aussi. Oui. On passait à l'interrogatoire des autres et c'est fini. Voilà. Bon, alors si... Voilà, la demande de mise en liberté. Voilà. Oui, sur ça, là, vous pouvez donner vos réquisitions. Voilà. Mettre la main, oui, mais c'est pas nécessaire. Pardon? C'est pas nécessaire pour que vous reveniez donner des explications par rapport au test qui est là. Ça va, on va gagner le temps. Maintenant, par rapport à la demande de liberté provisoire, Monsieur le Président, cette demande en l'état est irrecevable. Lorsqu'on vous dit, oui, un tel a été entendu, un tel autre a été entendu, il n'y a pas eu de témoin, qu'on n'aille pas vite en besoin, les témoins vont être entendus. Ça, c'est clair. Le parquet réclamé, le procureur général est là pour ça. Mais s'il vous plaît, Monsieur le Président, la demande de mise en liberté provisoire ne vous concerne pas. Ah, si. Ne vous concerne pas. Si je le dis encore, c'est le ministère public. Non. Monsieur le Président, c'est même obligatoire. On ne peut pas présenter une demande, surtout de mise en liberté provisoire, sans que la partie civile n'ait avisé préalablement. C'est le b.a.-ba du droit. Et d'ailleurs, ces écueils ont été commis parce qu'il est arrivé que devant le premier juge, on a eu à procéder à des libérations provisoires sans qu'on ait même avisé la partie civile. Bon, donc, Monsieur le Président, je dis, cette demande en l'état est irrecevable et en tout état de cause mal fondée. Nous informons simplement nos confrères de la défense que ce dossier ne fait que commencer. Les témoins vont être entendus, les confrontations interviendront. Et donc c'est vraiment inopportun, alors que nous sommes tout à fait au début de la procédure, qu'on vous a déjà présenté une telle demande de mise en liberté provisoire. Donc, vous la rejetterez en tout état de cause comme mal fondée. Je vous remercie. Voilà, merci. Le procureur, oui.
Ouais, je dis à la suite de mon éminent professeur, cette demande est irrecevable, inopportune à l'état actuel de la procédure. La raison, on ignore complètement ce que vous êtes en train de faire comme travail. On ne suit même pas votre méthodologie. Vous avez dit, j'interroge d'abord les accusés. Moi, mes témoins, vous voulez qu'ils viennent maintenant là? Je les amène. Tout de suite. On n'a attendu aucun témoin ici qui n'est pas venu. On a eu besoin pour le moment d'aucun témoin. Ensuite, si on pense que jusqu'ici, ce que j'ai dit ne peut pas constituer de charge contre ceux qui sont déjà passés, qu'on vous laisse apprécier cela. Moi, je pense que ce n'est pas quelqu'un ici qui peut apprécier cela. Monsieur le Président, comme l'a dit mon éminent professeur, cette demande est irrecevable, inopportune. Je vous remercie. Voilà. Écoutez, c'est une question de droit qui oblige la Cour stricto sensus de se prononcer. Et chaque fois que vous soulevez ces questions, on est obligé de faire descendre les jurés pour que la Cour se prononce dessus. C'est pourquoi nous, ça retarde, ça nous retarde. Donc la Cour appréciera la demande. Voilà, on peut évoluer. Voilà. Parce que si nous devons tout maintenant la répondre à cette question, il faut qu'on suspende pour revenir encore avec la Cour, le président et ses assesseurs. Voilà. On évolue. Monsieur Baba Ali Moubari. Madame Fatou Badjar. Monsieur Almami Agibou Diallo. Asseyez-vous, madame. Voilà. Oui, la Cour a dit qu'il rentrera, mais à la reprise. C'est lui qui est l'avocat attitré de maire. Bon, madame, allez vous asseoir. Ah, voilà. Vous êtes là. D'accord. Monsieur le Président. Oui. La question qui vient d'être évoquée, je voudrais vous rappeler cela depuis le matin. La fois dernière, à la suite de l'intervention du bâtonnier dans cette salle, il a été retenu que la défense ne fait pas une défense commune. Je voudrais que désormais, Monsieur le Président, chaque fois que vous appelez un accusé ici, que vous commencez par demander qui sont les avocats qui ont été régulièrement constitués par cet accusé. Je vous remercie. On a retenu ici la fois dernière que la défense n'est pas collective. Ça a été retenu, on s'est entendu là-dessus. Voilà, madame Fatou Badja. Vous êtes né en quelle année? En 1962. Où vous êtes né? Kankan. Vous êtes fille de? Mamadou Diaw Diallo. Mamadou Diaw Diallo. Et de? Adja Mariama Diallo, feu.
Hadja Mariam Diallo. Votre profession? Commerçante. Commerçante. Vous êtes mariée? Oui. Je suis veuve. Veuve. Oui. Vous avez combien d'enfants? Vous avez des enfants combien? 3. 3. Vous êtes domicilié? Almamia. Almamia. Est-ce que vous avez été une fois poursuivi en justice et condamné? Non. Non. Voilà. Monsieur Baba Ali Moubari. Oui, Vous êtes né en quelle année? le 17 décembre 1980. 17 décembre 1980. Mais il y a des erreurs sur l'arrêt de Ramon. Voilà. On dit 17 février 1981 dans l'arrêt de renvoi. Le 17 décembre à 4 heures. 17 décembre. « 1980. Vous êtes fils de? Feu et l'âge Boubacar Diro. Et de qui? Fatoumata Traoré. Vous êtes né où? À Dabola. Votre profession? Comptable. Vous êtes marié? Pardon? Vous êtes marié? Non. Célibataire. Vous avez des enfants? Non. Sans enfants. Votre domicile? À Petit Simba. Petit Simba, Simbaragar, c'est ça? Oui, Simba. Et chez qui? De l'âge Boubacar. Sur? De l'âge Boubacar Diallo. Et là, Boubacar Diallo. C'est votre père? C'est mon beau-frère. Votre beau-frère. Donc, qu'est-ce qu'il fait, Boubacar Diallo? Il est à la retraite. Fonctionnaire à la retraite. Est-ce que vous avez été condamné une fois, poursuivi et condamné? Non. Non. Monsieur Almami Agibou Diallo. Présent, monsieur. Almami Agibou Diallo, vous êtes né en quelle année? En septembre 84. En 1984, où? À Conakry. Conakry. Votre père s'appelle comment? Kerno Madani Diallo. Kerno Madani. Madani. Et de Fatmata Et Diarou. votre mère? Fatmata Diarou Bani. Fatmata Yariou Bari. Hein? Oui. Voilà. Qu'est-ce que vous faites comme profession? Je suis infirmier d'état de profession. Infirmier d'état Supérieur. supérieur. Vous êtes domicilié où? À la case Bellevue. Quartier Bellevue, commune Pas local. Dixine. Vous êtes marié? Non. Célibataire? Vous avez des enfants? Non. Est-ce que vous avez été poursuivi et condamné? Jamais. Voilà. Et au terme de l'arrêt de renvoi, vous êtes tous poursuivis devant ces assises pour complicité. Et sauf madame, pour qui on a ajouté le racisme et l'ethnocentrisme. Donc, madame d'abord. Est-ce que vous reconnaissez les faits qui vous sont reprochés? Non, Monsieur le Président. Est-ce que vous pouvez nous donner la version des faits qui vous amènent devant cette cour? Vraiment, je ne peux pas vous donner ces versions parce que je ne sais pas pourquoi je suis là. Vous n'avez aucune version à donner? Je n'ai aucune version à donner dans ce sens. Utilisez le micro pour qu'on vous entende mieux. Votre mari était... Mon défunt mari. Défunt mari était le directeur du général Kélefa Diallo. Kélefa Diallo. Qu'est-ce que votre mari faisait? Mon mari était policier. Policier? Oui. Il travaillait à la présidence à l'époque. Oui. C'est lui qui a formé le général Kélefa Diallo. C'est lui qui a formé le général Kélefa Diallo à la présidence. À la présidence, oui. Ça, c'est à quel moment? Au temps de quel président? Oui. Quel président? C'était Conté. Le président Conté. On fait Conté. Ouais.
Donc il venait à la maison avec mon mari, même manger à la maison. Oui. On a des très bons rapports, il connaît toute ma famille à travers mon mari. Donc, mon mari est décédé. Oui. Depuis tout ce temps, il n'est pas venu me voir. Depuis qu'on l'a nommé chef d'état-major, il a appris le décès, il n'est pas venu me voir, moi aussi je ne suis pas parti le voir. C'est le jour que j'ai fini le veuvage. J'étais prête pour aller au village, pour voir la famille. C'est entre Boké et Bofa, il m'a appelé au téléphone. Il dit, je suis chez toi. J'ai dit, ah, moi je suis en route, qu'est-ce qui ne va pas? Il dit, non, j'étais venu te voir. Parce que depuis le décès du directeur, je ne suis pas venu. J'ai dit, bon, attends à mon retour. C'est comme ça que je suis parti. Le 8, je suis rentré le 9 au village. Étant au village là-bas, du 8 au 9, le 10, le 11, le 12, parce qu'il n'y avait pas de région sur nous. Le 12, je suis venu au centre pour appeler la famille pour leur dire que je suis rentré dans de bonnes conditions. C'est ainsi, dès que j'ai appelé mon neveu, le mari-chef qui est là, avant que je ne parte d'abord, ma maison qui est à Anta était écroulée, l'eau était rentrée, les murs sont tombés. Votre maison qui est à Cancan? À Anta. À Anta. À Anta. Oui. À côté de l'usine. Oui. L'eau est rentrée, la maison est écroulée, une partie. Oui. Donc tous les effets qui étaient dans la maison, j'ai cherché des véhicules pour transporter ça dans une autre maison que j'ai louée au bord de la route à Kuntia. Parce que c'est plus proche que de ramener en ville, là je n'ai pas de place. C'est ainsi que j'ai cherché les véhicules, on a transporté ce que je pouvais transporter dans ma voiture pour déposer dans cette villa. Après, je suis revenu à la maison. Agibou, je l'ai connu, il y avait 2 mois de cela ou 3 mois. On me l'a présenté étant un monsieur qui travaille au service de renseignement. C'est un policier qui travaille avec eux là-bas qui me l'a amené à la maison. Il était venu pour me voir. Il cherchait un ingénieur pour la réfection de la case Bellevue. Le policier l'a dit, allons, c'est Madame Diallo, elle peut peut-être nous trouver un ingénieur parce qu'elle fait des affaires. Lui, il est venu me voir que si on peut trouver un ingénieur qui peut préfinancer, que le président de la République demande la réfection de la case Bellevue. C'est ainsi que j'ai connu ce monsieur. Il m'a présenté, il travaille au service de renseignement à la présidence. Celui-ci? Oui. Agibou. Agibou, Diallo. Donc c'est ainsi que j'ai cherché des gens. Ils m'ont dit que j'ai trouvé un ingénieur. J'ai contacté 4 personnes. Ils m'ont dit qu'ils ne peuvent pas préfinancer si le contrat n'est pas signé par l'État guinéen. J'ai contacté un autre ingénieur qui s'appelle Alia. Lui, il dit que si le contrat est signé réellement par la présidence, il est prêt à préfinancer à hauteur de 50%. Donc, on était sur ces démarches-là, je les ai mis en contact. L'ingénieur là est parti travailler à la case Bellevue pendant 1 mois pour faire la maquette. C'est ainsi que celui-là vient à chaque fois me demander où en sommes-nous, je les mets en contact avec l'ingénieur directement, qui partait à la case Bellevue, là-bas, là où il loge, pour faire les maîtrises. Le jour qu'il a fini, il a envoyé la maquette. J'ai donné ça à M. Agibou. Il dit qu'il va aller à la présidence et là, ces grands là-bas qui vont l'aider à avoir le contrat. J'ai dit d'accord, c'est ce qui s'est passé entre moi et Agibou Diallo. Après ça, que je lui ai donné la maquette, il venait souvent à la maison. Ce jour, il est venu, il m'a trouvé en train de déplacer un Magana qui m'a demandé 800 000 par voyage pour transporter les bagages à la villa, là, à la maison là où j'ai loué à Kuntia. Il dit, ne faut pas gaspiller de l'argent. Si tu peux trouver le prix de carburant, nous on a des pick-up, on peut t'aider. J'ai dit, il n'y a pas de problème, j'ai laissé le Magana partir.
C'est ainsi qu'il m'a envoyé 2 pick-up. Ils ont transporté les effets à Kuntia en pleine journée. Donc, on a fini de transporter. Je les ai rendu le véhicule. C'est eux-mêmes qui transportaient, ce n'est pas une autre personne. Dès que j'ai fini mes travaux, donc le 8, moi j'ai quitté ici pour le village. La maison, on était en train de réfectionner à Anta. J'ai acheté le ciment, j'ai acheté tout, j'ai laissé avec les maçons. Moi, je suis parti. C'est comme ça que le général Kelefa m'a interpellé et m'a appelé au téléphone. Il me dit à mon retour de tout faire, de venir le voir. J'ai dit d'accord. Le 12 maintenant, je suis venu au centre pour appeler mon neveu qui était à la maison là où j'ai fait déménager les effets. C'est lui que j'ai laissé là-bas avec un gardien illettré. Comme lui, c'est un gendarme, je l'ai laissé sur les lieux comme il y avait tous les bagages là, à Kuntia. Qui est gendarme? Mon neveu, le fils de mon grand frère qui est avec moi. Comment il s'appelle? Youssouf Diallo. Youssouf Diallo. Madi chef Youssouf Diallo. Ouais. Donc c'est ainsi que je l'ai appelé pour lui dire qu'on est rentré dans de bonnes conditions. Il me dit, ah, tanti, il y a des problèmes ici. J'ai dit, quel problème? Il dit, j'ai reçu des gens qui veulent perquisitionner la maison. J'ai dit, des voleurs ou bien des gens qui veulent perquisitionner. Il me dit, c'est des gendarmes et des policiers. J'ai dit, des voleurs ou bien des gendarmes ou bien des policiers. Il m'a dit, c'est des gendarmes et des policiers. J'ai dit, qu'est-ce qu'ils veulent voir? Il dit, il ne sait pas. Ils sont en mission. J'ai dit, ils t'ont présenté l'ordre de mission? Il dit non. J'ai dit donc, il faut les suivre. Regarde avec quoi ils rentrent là-dedans. Ouvre toutes les portes. Tu as les clés. Tu les laisses fouiller et tu les observes. Il a ouvert toutes les portes. Ils ont fouillé là-dedans. Même dans le plafond, il paraît qu'ils sont montés avec une torche pour vérifier. Sur place, je l'ai coupé au téléphone. J'ai appelé le général Kelefa. J'ai dit, monsieur le général, j'ai un problème à Conakry, je suis au village. Là où je suis, il n'y a pas de réseau. J'ai dit, il y a eu des gendarmes et des policiers qui sont partis fouiller chez moi. Qu'est-ce qui ne va pas? Je ne sais pas si c'est des bandits armés ou c'est des bandits en tenue, je ne sais pas. Il me dit, ils n'ont rien pris. J'ai dit, je n'en sais rien. En ce moment-là, ils sont là-bas. Donc, c'est ainsi que j'ai rappelé mon neveu, Youssouf Diallo, qui m'a dit qu'ils ont terminé de fouiller, ils sont sortis avec le pistolet de mon mari, qui est dans une mallette. Il y a l'un des policiers qui a pris le pistolet, qui était dans la maison. J'ai dit, c'est ce qu'ils ont pris. Il dit oui. J'ai dit, tu connais celui qui a pris? Il dit, j'ai dit, prends son numéro de téléphone et tu prends son nom. Il a fait ça. Les autres là, avec lesquels ils étaient venus, des policiers, ils disent, on connaît son mari. On connaît le pistolet là. Et lui, il est décédé. Ils ont demandé à mon neveu que c'est ton père? Il dit non, c'est mon oncle. Il dit, il est décédé, il dit oui. C'est ainsi que l'un d'entre eux a appelé au téléphone là-bas pour dire RAS. Lui, il m'a dit ça. RAS, c'est-à-dire? Je ne sais pas. RAS. Je ne sais pas. Oui. C'est ce que là veut dire. Donc, c'est ce que le Madi-chef m'a dit. J'ai dit, j'ai rappelé le général Kelefa. Kelefa m'a dit qu'il va appeler Baldé, lui demander, le général Baldé de l'état-major, lui demander quelle est cette mission. J'ai dit, il faut voir si ce n'est pas des bandits armés. Après, j'ai appelé aussi Commando, le commandant d'escadron numéro 4 de Matoto, qui est mon voisin direct. On a le même mur à Anta. Là où ma maison est tombée, il est au courant, il connaît, il a vu. Dès que je l'ai appelé, il dit, ma soeur, qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit, j'ai un problème. J'ai dit, là où j'ai fait déménager les bagages, à Kuntia ici, il y a eu des gendarmes et des policiers qui sont partis là-bas. Il dit, ma soeur, pourquoi tu ne m'as pas informé lorsque tu faisais déménager les choses? J'ai dit, mon frère, on est voisins, mais pour faire, tu as vu la maison qui est tombée, tu as vu les travaux qui sont là-bas, qui s'effectuent là-bas actuellement. J'ai dit, est-ce que j'ai besoin de te dire que je devais enlever les effets là-bas pour amener ailleurs? Je suis obligé, parce qu'il y a la pluie. On doit descendre les murs. Il me dit, d'accord, je suis le coordinateur général, je ne sais pas quel est, peut-être c'est mon adjoint qui est à Wanindara, qui est parti là-bas. Je vais l'appeler, lui demander.
J'ai dit d'accord. C'est ainsi que le général Kelefa m'a dit de le rappeler le soir. Je lui ai dit, là où je suis, mon village c'est à 27 km. Si je me retourne là-bas, je ne peux pas avoir le réseau. Il m'a indiqué une heure à laquelle je vais l'appeler. Je l'ai appelé et il m'a dit d'attendre. Donc j'étais obligé de rester de midi à 19h pour avoir une suite. Je l'ai rappelé, c'est son chauffeur qui a pris. Il me dit que le général est avec le chef de l'État. J'ai dit d'accord. Dès qu'il est sorti, son chauffeur l'a transmis la commission. Il m'a rappelé. Il me dit, je n'ai pas pu voir l'autre, le général Balde d'abord. Rappelle-moi demain. J'ai dit d'accord. Je me suis retourné au village. J'avais les gens qui venaient me saluer et j'avais une cérémonie là-bas. Je suis resté. Le lendemain encore, je suis parti encore au centre. Lui demander toujours. Il m'a dit, je n'ai pas encore rencontré Balde, on a tellement de réunions à faire. J'ai dit d'accord. Je suis resté encore jusqu'à 10h. Il me dit, rappelle-moi à 22h. J'ai dit non, je ne peux pas rester ici jusqu'à 22h. C'est loin là où je suis. Il me dit d'accord. Le 14 encore, il m'a dit de le rappeler. Je l'ai rappelé. Il me dit, qu'il ne sait pas encore quelle est la mission qui est partie là-bas. J'ai dit d'accord. Il me dit, de toutes les façons, je dois rencontrer Balde ce soir, on a une réunion, je vais lui poser le problème. J'ai rappelé le commando, je ne l'ai pas eu au téléphone. Donc, il m'a dit encore le lendemain de le rappeler. Le lendemain, je n'ai pas pu venir au centre. Je suis venu jusqu'à 7 km, comme il faisait nuit, je me suis retourné. Je n'ai pas eu de réseau. Le 16, encore, je l'ai rappelé. Il me dit toujours, est-ce que je vais durer là-bas? J'ai dit non, je suis là, je dois faire le sacrifice et me remarier en même temps. Il dit, bon, c'est pas trop tôt. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Si c'est trop tôt, c'est quoi? Il a ri au téléphone. Il dit, pourtant, j'ai besoin de toi. Sérieusement, j'ai quelque chose à te dire. J'ai dit, quoi? Il faut me dire. Il dit, non, quand tu finis, il faut revenir, on va se voir. J'ai dit, d'accord, ça c'était le 16. À partir du 16, jusqu'à ce que j'ai terminé la cérémonie, je ne pouvais plus revenir au centre pour l'appeler. J'ai dit, comme je dois me précipiter pour rentrer. J'ai quitté chez nous le 19. Lorsque j'ai appris les événements à la radio, j'ai quitté le 19, nuit. Après, je suis venu, on est arrivé à Boké. Je suis venu dans la famille de mes beaux-parents pour les saluer. C'est là-bas que j'ai reçu des policiers qui étaient dans une 4x4 avec une convocation. On me demande de partir à Conakry. J'ai dit, il n'y a pas de problème, je me suis mis à leur disposition, on est venu. On m'a envoyé à 2h du matin à la DST. Ils m'ont posé des questions là-bas jusqu'à 3h du matin. Ils ont fait un billet de crew, ils m'ont envoyé à la DPJ, là où j'ai dormi dans une cellule avec des bandits. Le lendemain matin, ça c'était le 22. Le lendemain matin, ils sont venus à 10h. Une voiture de police. Ils sont venus m'extraire de là-bas pour m'envoyer à la fosse pelle, vers la gendarmerie ici. Là aussi, ils m'ont fait monter au premier étage. J'étais très malade. On m'a envoyé dans une grande salle. On m'a donné un matelas, on m'a dit de rester ici. Je suis resté là-bas de 10h jusqu'à 23h. Je n'ai pas mangé. Le chef qui est là-bas, j'ai oublié son nom, il s'appelle, je crois, Kumbasa. Il a demandé, il y avait beaucoup de gardes dans l'autre salle. Dans la grande salle, il n'y avait personne. C'est moi seul qui était là-bas. Mais il y avait des gens en tenue civile seulement qui étaient dans l'autre salle. Il a demandé aux gardes là, est-ce que la femme l'a mangé? Ils ont dit non. Bon, lui-même, il est venu me demander, madame, qu'est-ce que vous voulez manger? J'ai dit, alors là, je ne peux rien manger. Donnez-moi du riz fat avec du lait Gloria. J'ai dit, je suis très malade comme ça. Après, il est allé chercher du riz la nuit, là. Vers 23h, il a envoyé le riz avec une boîte de Gloria.
J'ai mangé, je suis allé aux toilettes, j'ai tout rendu. C'est comme ça que j'ai dormi. Le matin, encore, un vendredi, j'ai vu les gendarmes qui sont venus me chercher avec 3 pick-up. Ils m'ont envoyé d'abord au camp Samori. Ils ont fait le tour avec moi là-bas. On est ressorti pour m'envoyer au PM3. Ça, c'était le 23. Et que je suis arrivé au PM3, je suis rentré me coucher. Ils sont venus me faire sortir. Pour venir m'interroger, il y avait Agibou et un autre Alpha. Que si je connais ces 2 personnes-là, j'ai dit oui, je les connais. Il dit si j'ai loué des véhicules avec eux, j'ai dit oui. Mais je les ai rendus les véhicules avant de bouger. C'est ainsi qu'on a commencé à m'interroger. J'ai dit c'est tout ce que je connais dans cette affaire. Donc, on m'a ramené parce que ma tension était trop élevée. On m'a ramené dans la cellule. Je me suis couché. Après, ils sont venus me prendre pour m'envoyer au camp Samori. Là où est couché AOB. Ils m'ont demandé si je connais AOB. Je n'ai pas pu parler parce que dès que je l'ai vu, j'ai eu peur. Il était dans un bain de sang. Je ne supporte pas de voir le sang, je suis tombé en syncope. Ce qui s'est passé après, moi, je n'ai rien su. Je me suis retrouvé après, seulement, au PM3 encore. Après, la Croix-Rouge est venue. Ils ont contrôlé ma tension, j'étais à 19,11. Ils ont appelé le médecin-chef de l'armée, le médecin qui était là-bas. Lui d'abord, dès qu'on est arrivé là-bas, il a fouillé mon sac. Les médicaments que j'avais là-bas pour ma tension et tout, il a tout pris. Qui a pris ça? Le médecin. Le médecin? Le médecin. Le militaire? Le médecin militaire. Oui. Tous les médicaments que j'avais pour ma tension, il a tout pris dans mon sac. Il ne m'a pas donné de médicaments. Difficilement, d'abord, ils m'ont réanimé au camp Samori là-bas. Difficilement. Ils m'ont branché des choses ici, à la narine, aux narines ici, et ils ont branché au courant. Ils m'ont versé de l'eau. Je ne sais pas comment ils m'ont ramené au PM3. C'est ainsi que la dame de la Croix-Rouge a dit, est-ce que vous connaissez l'état de cette femme? Il dit oui, on connaît. Ils m'ont demandé si j'ai des médicaments. J'ai dit oui, mais il a les médicaments avec lui. Il dit, oui, on a ces médicaments, on va lui donner quand elle aura besoin. Il n'a pas voulu me remettre. Dès que les Blancs ont quitté, ils n'ont pas voulu me remettre les mêmes médicaments. Je suis resté comme ça. L'argent que j'avais aussi dans mon sac, 880 000, ils m'ont retiré ça. Donc je n'avais rien sur moi. Pour manger, il faut que je demande à quelqu'un de me donner de l'eau chaude avec du thé pour boire. On m'envoie à l'interrogatoire du matin jusqu'à 16 h avec une commission mixte de 45 ou 50 personnes. Chacun m'interrogeait de gauche à droite. D'autres sont derrière moi, d'autres sont par là, d'autres sont par là, d'autres sont devant moi. J'ai dit, je ne connais rien de ça. Tout ce que vous me demandez, je ne connais rien, mais je connais les 2 jeunes là. Ils m'ont dit si je connais leur travail. J'ai dit, je connais leur travail. Ils travaillent au service de renseignement à la présidence. Ils m'ont demandé ça plus de combien de fois. J'ai dit, je connais leur travail. Mais les pick-up que j'ai loués avec eux, je les ai rendus avant de partir. Ils me disent que les pick-up que tu as loués, c'est ce qui a servi de faire l'attaque chez le domicile du président. Il dit, dans ce cas, demandez à ceux qui m'ont donné les véhicules. Moi, j'ai laissé les véhicules avec eux, je suis parti avec ma voiture. C'est comme ça que ça s'est passé. Voilà, c'est comme ça ça s'est passé et vous n'en savez rien. Non. Vous avez eu besoin de pick-up pour transporter vos effets à Kuntia. Oui. Et j'avais des marchandises aussi que je devrais envoyer au village. Au village.
des bols en caoutchouc là, que j'avais acheté au marché pour ma soeur. Oui. Et je l'ai déposé à Kuntia. Et des marmites et du riz. Donc c'est un camion qui devrait transporter, venir prendre ça à Kuntia en route. J'avais négocié avec le camion. La maison qui est à Kuntia, c'est pour vous? C'est pas pour moi, je vous ai dit, j'ai loué parce que ma maison à Anta est tombée. J'ai enlevé tous les effets qui étaient là-bas, j'ai transporté là-bas, j'ai loué pour 2 mois, pourvu que les autres la terminent de réfectionner ma maison. Mais comme j'étais en cours de voyage, j'ai déposé, j'ai acheté les choses là, ils m'ont aidé à transporter les bols là et les marmites et les valises qui étaient là-bas dans cette ville-là. Donc j'ai dit au camionneur, je l'ai indiqué le lieu, là où il devrait passer prendre ces bols là et les marmites pour me rejoindre à Sarabouidou. Bon, à quel moment vous avez commencé à négocier cette affaire de pick-up là? À quel moment avec les jeunes? À quel moment? C'est quand... Parce que selon vous, vous aviez eu un Mapana, car IAS, pour transporter. Oui. Ouais, un autre a dit qu'ils ont des pick-up. Voilà. Est-ce que c'était pas... immédiatement ou bien quelques jours avant, vous avez discuté cette affaire de pick-up avec ces jeunes? Non, c'est sur place. Il était venu me voir à la maison. Ça, c'était le 3. Le 3? Le 3 juillet. Le 3 juillet. Le 3 juillet. Votre maison s'est écroulée quand? Le 1er. Le 1er. Oui, oui. La maison s'était déjà écroulée? Oui. J'ai transporté d'autres bagages par ma voiture et des taxis. Oui. Mais comme il y avait des lits, il y avait des tables bancs, il y avait des matelas, donc ils ne pouvaient pas continuer dans ma voiture. Ils m'ont dit qu'ils peuvent me trouver les pick-up là. C'est ainsi qu'ils sont venus me trouver en train de discuter le Magbanan qui m'a dit à 800 000. Ils m'ont dit eux ils ont des pick-up. Parce que chaque fois qu'ils venaient chez moi, je le voyais avec des pick-up. Avec des pick-up? Chaque fois qu'ils venaient chez moi, ils pilotaient une pick-up. Combien de pick-up? Non, une pick-up que je voyais avec lui. Avec eux? Oui. Ça c'est avec Agibou, hein? Oui. Pas de question. Voilà. Monsieur Agibou. Oui, Monsieur le Président. Voilà. D'abord, les faits de complicité qui vous sont reprochés, est-ce que vous les reconnaissez? Non, Monsieur le Président. Ouais. Donnez-nous la version des faits qui vous amène devant la barre. Est-ce que vous en savez? Je suis effectivement un agent de service de renseignement à la présidence depuis l'avènement du CNDD au pouvoir. Voilà. Je suis effectivement un agent de service de renseignement à la présidence de la République depuis l'avènement du CNDD au pouvoir. Je n'ai pas compris, je n'ai pas entendu. Depuis l'avènement du CNDD au pouvoir. Oui. D'abord, j'ai commencé au bureau d'investigation sécurité présidentielle. Vous êtes policier? Je ne suis pas policier. Agent de renseignement? Oui, je vais vous expliquer comment je suis devenu. Vous avez dit ici, déclarer votre identité, vous avez dit que vous êtes... Oui, je suis infirmier d'état supérieur de profession. Hein? Je suis infirmier d'état supérieur de profession. De profession? Oui. Infirmier d'état supérieur? De profession. De profession? Oui. Vous êtes maintenant à la présidence? Oui, parce que le service de renseignement recrute des jeunes. Bon, le service de renseignement étant en service mixte, il y a des policiers, des gendarmes, des militaires. Tous les corps de métier. Oui. On peut aussi ajouter des civils issus de l'administration publique, universitaires, pour utiliser leurs compétences pédagogiques et scientifiques. Ces agents doivent maîtriser certaines choses et avoir certaines compétences. C'est dans ces circonstances-là que vous êtes à la présidence? Je suis à la présidence. Au service des renseignements généraux? Oui, au début, c'était le bureau d'investigation sécurité présidentielle. Oui. Sous le commandement de... À l'époque, c'était le lieutenant Georges Olemou. Oui. J'étais le chargé du pacte informatique, en même temps le deuxième responsable du personnel civil de la direction. Oui. Après le capitaine Moussa Dadis Camara, à l'arrivée du général Konaté comme président de la transition,
on m'a envoyé à la Direction nationale d'investigation et de renseignements généraux, où j'étais un simple agent. Après 2 mois, on m'a ramené à la division de renseignement général et filature, à la division de renseignement et filature, où j'ai occupé le poste de superviseur général du pacte informatique, en même temps le secrétaire particulier directeur général de ce service et le deuxième responsable encore du personnel civil. Ouais. Après les 2 mois, cette division est devenue une direction générale de services de renseignement et filature à la présidence de la République. Ouais. Cette direction m'a confié la tâche de représentant de la dite direction à la case de Bellevue, où j'ai été logé. Oui. Bon, j'ai connu Mme Fatou Bayar à travers un de mes collègues policiers, un de mes collègues de agent de renseignement qui est policier, qui s'appelle Eugène Camara, qui m'a montré Mme Fatou Bayar. Eugène Camara. Eugène Camara, qui est un agent de service de renseignement et filature à la présidence. Oui. Oui. Oui, continuez. Ok. Quand il m'a présenté Mme Fatou Bayar, il m'a dit que Mme Fatou Bayar est une dame d'affaires. J'ai dit ok. Parce qu'on avait parlé au cours de nos débats, on parlait de la réflexion de la case de Bellevue. Lors de la visite du président Alpha Condé à la case de Bellevue, il a demandé la rénovation de la case de Bellevue. Maintenant, j'ai un ami qui m'a soufflé ça à l'oreille. J'étais présent, mais il m'a rappelé, il dit est-ce qu'on ne peut pas trouver des investisseurs ou bien des gens qui vont préfinancer, parce que tu sais, en Guinée, c'est comme ça, quand tu entends l'histoire d'un marché, de choses, ceci, cela, donc il faut en profiter. J'ai des camarades et des connaissances qui sont très bien placés, qui pourront nous aider à avoir ce marché et nous allons bénéficier. Il me dit qu'il peut me montrer Mme Fatou Bayar, qui est une dame d'affaires. Je suis allé la rencontrer, je l'ai expliqué. Elle me dit qu'elle peut me trouver des ingénieurs pour faire une maquette. Après, maintenant, que c'est à mon tour d'aller rencontrer mes partenaires pour décrocher le marché. Je dis, il n'y a pas de problème. On est resté dans ça. Elle m'a passé un ingénieur. Je suis allé à la case de Bellevue. Je l'ai présenté à la gouvernante, au commandant de la case Bellevue. Je lui ai dit que c'est des ingénieurs qui sont venus pour prendre des mesures, voir s'ils pourront donner un nouveau prototype à la case de Bellevue, quoi. Il me dit, il n'y a pas de problème. Ces gens venaient les dimanches, les samedis et les dimanches, ces ingénieurs. Ils sont venus, ils ont fait le travail, ils m'ont donné la maquette. Ils ont donné la maquette à Mme Diallo. Mme Diallo m'a passé la maquette. J'ai donné moi aussi à mes partenaires. Je suis maintenant, faisais des courses pour avoir le marché. Entre-temps, Mme Fatou Bayar m'a dit qu'il a un collaborateur de l'Émirat arabe, Dubaï, là. Que ce dernier veut vendre 2 avions. Mais il va vendre un avion de transport à la Guinée, si la Guinée accepte d'acheter l'avion de transport, qu'il va offrir un avion. C'est Madame qui vous a proposé cette proposition. Ouais. Qu'il va offrir au président de la République un avion présidentiel de 32 places, si la Guinée acceptait d'acheter l'avion commercial, l'avion de transport. J'ai dit ok, il n'y a pas de problème. Madame Fatou Bayar m'a passé les dossiers, je suis allé, j'ai mis à un collègue, je me réserve de dire son nom pour l'instant, parce que je pense qu'il sera là pour témoigner. Lorsque je l'ai remis, il me dit qu'il a des connaissances, qu'il a des relations avec le ministre Mathurin et tant d'autres. Il dit il n'y a pas de problème, qu'il pourra décrocher le marché. Je dis il n'y a pas de problème. On est resté dans ça, elle avait besoin de pick-up. Je lui ai dit que je pourrais en trouver des pick-up. Elle me dit à combien? J'ai dit, ça dépend. Mais je vais appeler. J'ai un collègue aussi du service de renseignement, nommé lieutenant Mori Kaba, qui est un militaire du génie militaire, qui travaille au génie militaire. Je pense bien au génie militaire. J'ai dit, quand j'expliquerai à ce dernier-là, peut-être il pourra m'aider parce qu'il est dans les affaires de véhicule. Madame m'a dit, il n'y a pas de problème. Je suis allé, j'ai rencontré le lieutenant Mori Kaba. Je l'ai expliqué, il me dit il n'y a pas de problème, qu'il pourra me trouver des pick-up. J'ai dit il n'y a aucun problème. Le premier jour, je suis allé... Des pick-up combien? Bon, au début c'était une question d'un seul pick-up. Pourquoi? Elle avait dit le motif pourquoi elle avait besoin. Ouais, elle m'avait parlé que sa maison a été démolie par les eaux,
Elle a une plantation en Mafreya, elle a beaucoup de courses à faire, elle a un mariage à préparer qui doit se faire à Koundara. Elle a des denrées alimentaires à envoyer par-ci par-là. J'ai dit ok, il n'y a pas de problème. Je vais vous trouver des pick-up. Des pick-up pour ça? Oui, pour ça. Oui. Après, je suis allé, j'ai rencontré le lieutenant Morikaba. Je l'ai expliqué, il m'a dit que, ouais, qu'il peut m'aider à avoir les pick-up. Il dit ok. Je suis venu, j'ai dit à Madame Fatoumbaga, elle me dit il n'y a pas de problème, mais... Lieutenant Mori Kaba. Lieutenant Mori Kaba. Oui. Vous êtes allé le voir pour lui demander s'il peut trouver des pick-up pour Madame Fatou Bayar. Oui. Lieutenant Mori Kaba s'occupe de quoi? Lieutenant Mori Kaba est un agent de service de renseignement, un simple agent. Agent des services de renseignement. Oui. Un militaire au grade lieutenant et au génie militaire. Des renseignements. Oui. Après, je l'ai aidé à avoir au début un seul pick-up pour 5 jours. Bon, pour 10 jours. Pour 10 jours. Après, elle m'a dit que le seul pick-up là ne peut pas faire le travail là. Sa maison, le transport et tout ce qui s'ensuit. J'ai dit ok, il n'y a pas de problème. Je pourrais vous trouver encore d'autres si vous en avez besoin. Après, je suis allé encore, elle a sollicité 2 pick-up. Encore pour 10 jours. Je suis allé, j'ai trouvé les 2 pick-up pour 10 jours. Donc, le premier pick-up. Est-ce que vous pouvez nous situer dans le temps? C'était à quelle date? Si j'ai bonne mémoire, je pense que le premier pick-up, le contrat devrait terminer à partir de 10. Les 2 autres pick-up, le ça devait terminer à partir de 10. Les 2 autres pick-up, la fin du contrat, à partir de 10, la fin du contrat. La fin? La fin du contrat du 10. 10 de quel mois? Le 10 juillet. Oui. Les 2 autres pick-up, c'est le 14 juillet. La fin du contrat des 2 autres pick-up le 14 juillet. Voilà, c'est pour 10 jours. Ça veut dire que c'était depuis le 4, hein? Oui, hein? Depuis le 4. Depuis le 4. Oui. Après, je l'ai aidé, à chaque fois, elle sollicitait ce que je l'aide pour transporter certaines denrées alimentaires, les autres bagages, je l'ai même aidé à trouver. Ouais. Vous l'avez aidé encore à trouver 2 autres pick-up. Voilà. Voilà. Les 3 pick-up ont servi à quoi? Moi, j'ai transporté des denrées alimentaires. Des denrées alimentaires? Oui. À transporter ces denrées où? Des sacs de riz. Des sacs de riz, oui. Oui. 2 sacs de sucre. 4 cartons de tomates. 2 bidons d'huile d'arachide. Où ça? À Kuntia. À Kuntia. Oh, oui. Elle prenait ça où? À Madina, des fois à Constantin. À Madina, elle prenait ces denrées-là à Madina ou à Constantin? Oui, une fois à Constantin. Mais c'est pas dans sa maison de Anta? Pas dans sa maison à Anta. À Kuntia, on amenait. Non, je dis, ces denrées-là, oui. Elle les prenait à Anta ou alors à... Non. Oui. Ces denrées-là, moi je suis allé pour 2, je pense à 3 fois, à Madina prendre des denrées alimentaires. Voilà, elle a envoyé à Kuntia. Elle a chargé à Madina pour les transporter à Kuntia. Oui. Aussi à Constantin, pour chez elle à Almamia, encore à Kuntia. Oui. Ça aussi, ça ne s'est pas passé le même jour. C'est à chaque fois elle a besoin de moi. Je viens, je transporte ça pour elle quand je n'ai rien à faire. On est resté dans ça. Le 10, le jour où je devrais ramener le premier pick-up, il y a le lieutenant Morikaba qui m'appelle, il me dit qu'il a appris que les pick-up ont fait un accident. J'ai dit non, je ne crois pas. Il dit parce que moi, personne ne m'a dit et Mme Fatou Bayar ne m'a pas dit. Il me dit qu'il y a un de ces petits qui a vu les pick-up, qui ont fait un accident, ceci, cela. Donc il n'aimerait pas rendre les pick-up au propriétaire
sans qu'ils nous voient l'état dans lequel se trouvent les pick-up. Je dis, il n'y a pas de problème, je vais appeler Mme Fatou Baya, elle va me dire où se trouvent les pick-up. Ensuite, on va aller, je vais vous te les montrer. J'ai appelé Mme Fatou Baya, elle me dit que j'ai les pick-up chez moi à Almamia. Voilà, pendant la période de location, le temps de location, oui. Il y avait des conducteurs ou bien c'est vous-même qui conduisiez? Bon, moi j'ai conduit. Oui. C'est la chef de cette émission de justice et information de loi apportée sur les travaux de la Cour d'assises de Conakry, la comparaison et la confrontation entre les co-accusés Fatou Bayar, Amamia Guibou et Baba Guibou. Mesdames et messieurs, je pense que cette audience de Cour d'assises vous a été particulièrement édifiante et je voudrais justement vous remercier d'avoir été membre. Gilles vous a été proposé par Abdoulaye Diallo. Merci de nous avoir pratiqué.